Durant les Ides de Mars, le 15 mars de l'année 44 avant Jésus-Christ, Jules César est assassiné à la curie de Pompée. 23 sénateurs romains se jettent sur lui et lui assènent de violents coups de couteau. En reconnaissant Brutus parmi ses assassins, la légende raconte que César aurait dit « Tu quoque mi fili, toi aussi mon fils ». Bon, à mon avis, il devait au choix hurler de douleur, ou bien il était déjà mort. 23 coups de couteau quand même. Mais c'est un petit peu moins épique, et on a vu que les auteurs antiques aimaient bien en rajouter. Pourtant les preuves historiques sont là. Les sénateurs romains ont comploté et ils ont assassiné Jules César. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi le plus connu des Romains a été tué. Nous sommes à la fin de la République romaine. Le territoire de Rome est en pleine extension. Dans ce contexte, les généraux ont un prestige et sont très populaires auprès de sa population. Après de nombreuses victoires en Asie mineure, l'actuelle Turquie, et en Égypte, Pompée revient à Rome en 61 avant Jésus-Christ avec des honneurs, et il organise un grand triomphe. Un triomphe, c'est un défilé à la tête de ses troupes, organisé pour rendre son prestige à un général. Les sénateurs craignent ce puissant Pompée, qui pourrait utiliser ses légions pour prendre le pouvoir par la force et ainsi mettre fin à la République. Il a en effet assez de soldats et de popularité pour être le princeps, le premier des Romains. Mais Pompée surprend tout le monde en décidant de maintenir la République romaine et il dissout lui-même ses légions. Alors attention, quand on dit qu'il dissout ses légions, il ne tue pas ses légionnaires. Non, il leur permet simplement de rentrer chez eux. Il y a un autre général qui devient de plus en plus important à la même époque. Jules César devient consul en 59 avant Jésus-Christ. C'est le plus haut poste dans le système républicain romain. Pendant un an, le consul exerce le pouvoir suprême dans la cité, et César devient très populaire. L'année suivante, il prend la tête de légion et se lance dans la guerre des Gaules. Entre 58 et 51 avant Jésus-Christ, pendant 7 ans, César mène les armées romaines contre les tribus gauloises qui refusent de se soumettre à Rome. Il affronte notamment le chef des Arvernes, Vercingétorix. L'armée romaine est d'abord vaincue à Gergovie, mais en 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix est encerclé dans la ville gauloise d'Alésia. Après un siège qui dure de juillet à septembre, Vercingétorix décide de se rendre et il est capturé. C'est la fin de la guerre des Gaules. César est alors à la tête d'une armée expérimentée et d'un butin considérable qu'il a amassé bataille après bataille. Il écrit le livre La guerre des Gaules, dans lequel il fait le récit de ses propres exploits. Ce récit sert surtout à César pour accroître sa popularité face à Pompée et face au Sénat. Sa version des événements ne peut jamais être contredite, puisque les Gaulois ne maîtrisent pas l'écriture et ne peuvent pas donner leur version des batailles et de la guerre. Le pouvoir de César se trouve donc encore renforcé, et sa gloire est désormais l'égale de celle du grand Pompée. En 49 avant Jésus-Christ, il fait ce qu'aucun général romain n'a le droit de faire. Il rentre en Italie à la tête de ses légions. Souvenez-vous, Pompée lui-même, lorsqu'il était revenu de ses victoires en Asie mineure et en Égypte, n'avait pas enfreint cette règle. César, lui, traverse le fleuve Rubicon à la tête de son armée et descend vers Rome. La guerre civile commence. En face de lui, il y a Pompée justement, et ses légions. Il tente d'abord de le repousser hors d'Italie, mais César parvient à prendre la capitale. Les deux hommes se livrent ensuite aux batailles à travers l'Empire, entre 49 et 47 avant Jésus-Christ. César le poursuit, il traque Pompée. Il finit par l'avoir en Égypte. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César organise son quadruple triomphe pour toutes ses victoires. Le prestige de César est encore renforcé. Après le défilé, il offre au peuple de Rome des pièces de théâtre, des combats de gladiateurs et des jeux athlétiques pour se célébrer lui-même. César est nommé dictateur, puis dictateur pour 10 ans. Alors, c'est très curieux pour nous, mais la dictature était une institution classique de la République romaine. Dans des circonstances de crise, un dictateur pouvait être nommé pour 6 mois et il avait tous les pouvoirs. Curieusement, cette personne rendait le pouvoir au Sénat à la fin de l'année et personne n'avait encore essayé d'abuser de ce système. Il faut dire qu'à Rome, le pouvoir individuel est un tabou. Les Romains ne veulent pas d'un roi, et l'idée de royauté les dégoûte. César le sait,
et il cherche un moyen de conserver le pouvoir pour lui-même sans se faire nommer roi, car ça ne serait pas accepté. Lorsqu'il se fait nommer dictateur pour 10 ans, en 46 avant Jésus-Christ, il fait déjà une exception vis-à-vis des règles de la République romaine. Les sénateurs qui lui sont défavorables le soulignent et commencent à monter un complot contre lui. Mais il va aller encore plus loin en 44 avant Jésus-Christ, en se faisant nommer dictateur à vie. C'en est trop. Les opposants de César décident de le tuer au début de la réunion dans la curie de Pompée. Les assassins se justifient en expliquant qu'en tuant César, ils ont sauvé la République romaine d'un roi qui voulait prendre le pouvoir pour lui tout seul. Mais ceux qui soutenaient César ne l'acceptent pas, et donc Rome connaît une nouvelle période de guerre civile. Cette guerre civile dure jusqu'en 27 avant Jésus-Christ, et c'est avant tout une guerre pour l'héritage de César. On a d'un côté Brutus, fils de César et assassin de César, qui combat Octave, fils adoptif de César. Lorsqu'Octave l'emporte, il prend le pouvoir personnellement, non pas en tant que consul, non pas en tant que dictateur, mais en tant qu'empereur. Il change de nom, Octave devient Auguste, et il déclare que sa personne est divine. En s'affirmant en tant que Dieu, Auguste devient intouchable. Il devient aussi le premier des empereurs romains et va ensuite organiser un système où le pouvoir se transmet de père en fils.